Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire sur le castor, un allié pour les territoires dans un contexte de changement climatique, donc que nous organisons à H2O Lyon avec Réseau Rivière. Donc bienvenue à tous. Juste pour commencer, quelques mots sur H2O Lyon et sur Réseau Rivière. Donc H2O Lyon, c'est une école universitaire de recherche qui a été fondée il y a 5 ans, qui est financée par l'État et qui regroupe tous les laboratoires de recherche à Lyon et Saint-Étienne qui travaillent sur l'eau douce et la gestion des hydrosystèmes. Et ça regroupe également toutes les formations de niveau master et doctorat autour de l'eau douce, avec comme objectif de favoriser l'interdisciplinarité, l'international, le lien entre la recherche et le monde socio-économique, et également le lien entre la formation et la recherche. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on organise régulièrement des webinaires pour transmettre des connaissances scientifiques et qu'on travaille donc avec Réseau Rivière. Et je vais laisser Antoine en dire quelques mots. Merci Claire-Lise. Oui, ça fait déjà maintenant quelques années qu'on collabore ensemble pour faire des webinaires pour approcher le monde des chercheurs du monde des gestionnaires. Les réseaux rivières, c'est un ensemble de plusieurs réseaux régionaux au niveau français qui travaillent autour des rivières, qui s'adressent donc souvent à des collectivités publiques. Et là, aujourd'hui, c'est le lien finalement entre ces collectivités, ces agents de terrain et des scientifiques qu'on essaye de mettre en place. Tout de suite, je vais te laisser Clarisse prendre la suite pour présenter notre mode de fonctionnement pour aujourd'hui. Voilà. Euh, alors, si ça veut bien changer de slide. Donc, on va dire, ce séminaire sur les castors, il y a trois dates où on va en discuter. Et juste quelques mots sur comment on en est venu à proposer ce cycle. C'est que donc avec Réseau Rivière, on avait déjà organisé des webinaires sur les techniques type castor et les techniques alternatives de restauration. Et dans ce cadre-là et de l'accueil d'un chercheur américain, Joe Wheaton, on en est venu à s'intéresser au rôle du castor dans la restauration des rivières. Et des étudiants du Master Sciences de l'eau de Lyon ont aussi travaillé là-dessus. Et c'est pour ça qu'ils vont être présents avec nous aujourd'hui et qui vont animer. Donc il y a deux dates. La date d'aujourd'hui, donc on va discuter des castors comme espèces ingénieures, impact et rôle pour la restauration. Il y aura donc une introduction et un résumé d'un rapport bibliographique qui ont été faits donc, par trois étudiants du Master Sciences de l'eau, Margot Prédhomme, Arnaud Fauré et Clément Georges, et qui vont également animer les discussions. Ensuite, il y aura une intervention par Annegret Larsen sur l'influence des castors sur la structure et le fonctionnement des corridors fluviaux. Et on terminera par Chris Jordan, qui a bien voulu remplacer au pied levé Alan Potok. Donc, on remercie vraiment Chris Jordan de sa disponibilité. Et il viendra nous parler des services écosystémiques du castor, comment nos sociétés bénéficient des paysages fluviaux du castor. Euh, Juste quelques consignes. Ah oui, donc ça c'est la première date. Et il y aura une deuxième date, donc c'est lundi prochain à 14 heures. On va cette fois discuter de la gestion du castor, retour d'expérience et partage de connaissances. Donc il y aura une intervention de Johan Bressan de l'Office français pour la biodiversité sur les enseignements sur la suite aux réintroductions passées de castor en France. Il y aura une intervention de Christophe Hang sur comment gérer le castor dans un paysage culturel, l'exemple de la Suisse. Et puis un exemple aux États-Unis avec Emily Fairfax qui nous parlera de comment aider le castor à revenir et pourquoi. Donc là, ça sera l'objectif de compléter ce qui a été discuté aujourd'hui par des exemples dans différents pays. Donc voilà pour la petite introduction. Et puis du coup, je vais donner la parole à Margot, Arnaud et Clément pour l'introduction sur cette thématique. Bonjour à tous déjà et merci d'être avec nous aujourd'hui. Comme nous l'avons dit, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour parler des castors.
et plus spécifiquement de leur rôle en tant qu'espèce donc ingénieurs et de leur potentiel impact et rôle qu'ils peuvent avoir dans la restauration de nos cours d'eau. Donc, je vais commencer par une rapide synthèse. Deux petites secondes. Tac. Je vais commencer par une rapide synthèse de nos rapports bibliographiques que nous avons rédigés donc, sur ce sujet dans le cadre de notre master sciences de l'eau. Donc, les deux espèces de castors, l'européenne et la nord-américaine, tombent typiquement dans la définition d'espèces ingénieurs, comme définie par Jones et al. En 1995. Donc, typiquement, par la construction de barrages, par le contrôle du niveau d'eau, les castors modifient profondément les milieux qu'ils occupent, et ce, afin de les rendre plus favorables à leur survie, et donc en modifiant au passage une large gamme de facteurs biotiques et abiotiques, ce qui contribue à contrôler la structure et les dynamiques des écosystèmes qui sont donc associés au milieu qu'occupent les castors. Donc, par exemple, typiquement, les castors contribuent à augmenter considérablement la surface totale des milieux humides et des milieux en eau, en augmentant par le même temps le niveau des nappes aquifères. Ils ralentissent également les écoulements en créant des rugosités hydrologiques au sein donc, des paysages fluviaux. Ils dévient les flux jusqu'à parfois provoquer des avulsions, et ils tendent aussi à créer des chenaux secondaires, que ce soit au sein du lit mineur ou même au sein plus largement de la plaine alluviale. Et donc on observe de manière générale une importante complexification des cours d'eau qui sont impactés, avec l'apparition de marais, de retenues, de mares, de chenaux anastomosés, et plus largement donc une reconnexion avec la plaine alluviale et une meilleure connectivité latérale, qui est favorisée entre autres par exemple par l'accumulation de sédiments. Et par la même occasion, on observe aussi un phénomène d'écrêtage des crues et de soutien des débits d'étayage dans les cours d'eau qui sont donc impactés et occupés par les castors. Donc, les complexes de barrage de castors tendent également à stocker des nutriments, donc, par exemple le phosphore, le carbone et l'azote, ce qui augmente la production primaire des écosystèmes impactés et diminue globalement le taux de ces nutriments en sortie de complexe, ce qui joue un rôle d'épuration. Même chose avec les taux de matière en suspension et de sédiments fins, par exemple, qui diminuent en sortie de complexe, donc ça va avoir un impact sur la qualité de l'eau et la turbidité. Et au niveau de l'écologie, on observe une forte complexification des écosystèmes qui sont habités par les castors, avec une apparition d'une grande diversité d'habitats, et donc potentiellement d'espèces qui sont adaptées à ces mêmes habitats, que ce soit à l'échelle donc, des micro-habitats au sein des retenues de barrage ou à l'échelle de l'ensemble du paysage fluvial, par exemple. Et donc, beaucoup de ces habitats n'existeraient pas sans les castors et permettent donc la survie d'espèces et de communautés plus largement qui seraient donc absentes si les castors n'étaient pas présents dans l'environnement concerné. Par exemple, typiquement, on peut avoir des apparitions de communautés lentiques, donc de courants lents. Dans des milieux, on a de manière typique des communautés plutôt lotiques qui sont adaptées à des vitesses de courant importantes. On a aussi la création de refuges thermiques, de zones de frayère, par exemple. Et puis, les castors, on a une alimentation sélective et via l'abattage d'arbres et cette même alimentation, ils tendent à bouleverser les compositions des communautés et les étapes de succession végétale, par exemple. Donc, comme vous le savez certainement, les castors ont connu une forte diminution de leur population ces derniers siècles et jusqu'à avoir presque disparu de nombreuses régions. Ainsi, donc, une grande partie des écosystèmes de milieux humides et de cours d'eau que nous connaissons aujourd'hui sont en réalité une forme simplifiée et appauvrie de ce qu'ils ont pu être par le passé, en partie en raison des diminutions des populations de castors. Donc, dans un contexte où de nombreux cours d'eau européens et français sont dégradés, euh, notamment en raison d'impacts anthropiques directs ou indirects, et où la directive cadre sur l'eau a pour objectif l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau européens, l'augmentation des populations de castors et leur faculté à remodeler leur environnement et à le restaurer à un état pré-perturbation, entre gros guillemets, laisse présager donc une possible aide à la restauration des rivières françaises. À noter cependant que les castors ne sont pas présents dans toutes les rivières. Par exemple, celles à faible pente sont typiquement présentent des densités de barrage plus importantes que celles à forte pente. Même chose pour les grands fleuves et les grandes rivières qui présentent souvent moins de grands barrages. Donc il y a tout un contexte géographique, écologique, anthropique, hydrologique qui est à considérer, puisqu'il joue une grosse importance sur les effets que les castors peuvent avoir sur leur milieu et sur les possibilités de restauration qui sont associées. Donc voilà, je vais laisser la parole à Arnaud parce que je pense que j'ai assez parlé.
Merci aux orateurs de ne pas parler trop vite, s'il vous plaît. Merci pour la traduction. Très bien. Excusez-moi. Alors, pour ma part, je vais vous parler de plus en détail de où en est la recherche aujourd'hui. Une grande majorité des publications proviennent d'Amérique du Nord. En revanche, il semble ne pas y avoir de grande différence en termes d'impact entre les deux espèces, Castor canadensis et Castor fiber. Et les résultats semblent comparables, du moins sur les aspects hydrologiques et sédimentaires. Ces résultats ont pu être validés par l'augmentation du nombre d'études au sujet du castor européen depuis le milieu des années 2010. En Europe, des projets pilotes de réintroduction et de restauration, notamment au Royaume-Uni, mais aussi à travers toute l'Europe, tendent à démontrer les effets bénéfiques de ce type de restauration, que ce soit par la réintroduction du castor ou l'utilisation de beaver dam analogues, donc des barrages de castor construits par l'homme. Ces études permettent de mieux connaître les impacts de ce type de restauration dite low-tech, ayant un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de recréer une connexion latérale entre la rivière et son lit majeur, et en luttant aussi contre l'incision. Une étude d'ailleurs de l'université d'Oxford, la Wildlife Conservation Research Unit, a par ailleurs conclu qu'avec une réflexion préalable, une consultation préliminaire et une planification, une réintroduction du castor devrait apporter des avantages monétaires significatifs au sein de l'économie locale et des communautés qui pourraient largement compenser tout impact négatif potentiel. Le sujet du castor est de plus en plus traité dans la littérature scientifique, dans toutes les disciplines, et pour ce qui est de son rôle en tant qu'agent de renaturation des milieux aquatiques, comme le montre ce graphe ci présent, il s'avère que le nombre de publications augmente d'année en année, et depuis le milieu des années 2010. Environ 70% des publications sont originaires des États-Unis, mais de plus en plus en Europe, grâce à nos collègues chercheurs européens. Malgré un accroissement des connaissances, certains doutes subsistent, notamment sur les impacts des réintroductions de castors sur les espèces ligneuses invasives. Et la recherche aurait une tendance à se tourner vers ce genre d'intérêt entre les espèces invasives et non invasives, puisque le castor a tendance à préférer les espèces non invasives. Un second axe serait à propos de la continuité pour les espèces aquatiques et les sédiments, ou encore les impacts sur les crues, car beaucoup d'études semblent contradictoires selon les environnements où se trouvent les populations, mais aussi quels facteurs contrôlent l'ampleur et la direction des effets des barrages de castor sur le paysage. Est-ce que c'est la puissance du courant et l'hydrologie, la géologie de surface, la pente? Et enfin, un dernier axe serait plutôt le rapport avec l'humain et surtout l'adaptation à ce voisin qui peut prendre beaucoup d'espace, et jusqu'où la société et les parties prenantes seraient prêts à lui en laisser, surtout ici en Europe, et discuter plus clairement aussi de l'impact économique en termes de coûts, mais aussi de services rendus. Les premières estimations seraient de l'ordre d'un coût de 6 à 8 euros par kilomètre de berge restaurée en Europe, mais des études plus approfondies permettraient aux acteurs de ces territoires d'appréhender ces aspects de la restauration. Cette liste est bien sûr non exhaustive. Je vous confère vers l'article de Brasier et al. De 2021 qui s'appelle le Beaver Nature's Ecosystem Engineer, et qui détaille très très bien
manque de connaissances que l'on a aujourd'hui sur la restauration et le castor. Et je laisse désormais la parole à Margot. Voilà, donc pour ce webinaire sont présents avec nous donc, deux chercheurs qui sont Anne-Grete Larsen et Chris Jordan. Donc Anne-Grete Larsen est professeure assistante dans le département géographie des sols et paysages de l'université de Wageningen, donc aux Pays-Bas. Ses travaux se concentrent principalement sur les interactions hommes et paysages, les rétroactions environnementales biotiques et abiotiques, les services écosystémiques et le réensauvagement. À travers ses recherches, elle cherche à mieux comprendre les processus qui sont sous-jacents aux paysages résilients et gérés durablement, afin de mieux garantir le succès des opérations de restauration et de régénération. La thématique entourant les castors s'inscrit donc dans cette volonté et ainsi ces travaux s'intéressent aux impacts des castors et de leur activité sur les rivières à travers notamment les thématiques donc, de l'hydrologie, de la géomorphologie, de la biochimie et aussi plus généralement sur les écosystèmes. Dans cette présentation, donc, elle abordera l'influence des castors sur la structure et le fonctionnement des corridors fluviaux. Et aussi, en deuxième intervenant, nous avons Chris Jordan, qui est chercheur au sein de Northwestern Fisheries Science Center, donc de l'Agence américaine de l'observation océanique et atmosphérique, donc NOAA, au sein de la division biologie de la conservation. Il est aussi directeur du programme de biologie mathématique et de surveillance des systèmes. Sa recherche s'intéresse particulièrement à la compréhension des processus qui forment et maintiennent les paysages fluviaux dits sains, et principalement à travers donc, le domaine de la biologie. Il a travaillé notamment sur un large éventail de sujets biologiques qui étaient tous axés sur le développement ou l'application de méthodes de modélisation ou d'analyse. Voilà. Parmi ces projets actuels, on retrouve notamment le développement de modèles de simulation du cycle de vie pour intégrer les connaissances sur les processus physiques et biologiques dans le cadre en fait, d'une aide à la décision, et ainsi que le développement de méthodes de restauration des cours d'eau axées sur les castors et la réflexion justement sur les processus qui sont sous-jacents. Dans cette présentation, il abordera les services écosystémiques du castor et ainsi comment nos sociétés bénéficient des paysages fluviaux du castor. Je vais donc laisser la place à Anne-Grete Larsen pour poursuivre sa présentation. J'espère que vous m'entendez, tout fonctionne, c'est bon, merci. Oh, good. Thank you. Super. Okay. So thank you very much for the Merci invitation pour and cette for listening to invitation et la me. I have possibilité de worked vous with Chris présenter mon Jordan, travail kept et working on this, sur lequel je and travaille depuis quelque also for the temps perfect et background in également terms pour of l'organisation talk en termes de because qui the parle ones quand that parce are que talking were Chris, je from parle the avec design Chris, of avant Chris perfect sur le setup and côté also biologique, donc c'est next week un bon some système et je vois some que la semaine prochaine, vous allez inviter une autre personne que Nant qui va par cet working événement very closely et il together travaille on many of étroitement the avec projects moi that sur are beaucoup shown de here. projets Thank que you je very vais much. vous I'm going montrer. to start Merci, before donc je you vais know commencer. more. Donc maintenant, je So vais passer au I'm going sujet. to talk about Je the vais vous parler influence of donc de the l'influence interaction des between castors rivers sur on la the structure et le fonctionnement and des corridors I don't want to bore fluviaux. you too long Je ne vais because pas vous we passer all know trop why the d'informations castors ennuyeuses. On evolved, connaît tous right? que le déclin d'un Well, université, but mais ce qui est in plus important 2020 dans le we cadre have a européen, new conservation nous system. avons The un the nouveau Washington principe de restauration. Vous Agreement savez, with maintenant, the European Union on that a starts des because projets donc, de 2030 restauration et de we rénovation have qui surpassed sont 2025 bloqués pour l'instant, mais d'ici 2035, nous devrons en fait about restaurer 50 kilometers 25 000 of kilomètres coastline de and cours d'eau. it is also very clear from the Et il est roadmap clair that également, par this rapport au cadre de restoration cette loi, que will cette have restauration to be devra not
être basé sur des solutions basées sur la nature, recourir à des solutions basées sur la nature. Et bien sûr, dans mon exposé, je vais essayer de vous convaincre que les castors, en fait, sont certainement les ingénieurs de ces meilleures solutions basées sur la nature et ils vont pouvoir nous aider à restaurer ces 25 000 kilomètres de cours d'eau. Simplement, une petite idée, comment j'en suis venu à ce sujet et pourquoi est-ce que c'est aussi fascinant? Tout simplement parce qu'en fait, je suis à l'origine, je suis géoarchéologue, donc je regarde un petit peu l'établissement des sédiments et pour moi, il est tout à fait clair que nous ne parlons pas de lorsqu'on regarde les rivières et ce que je fais donc bah, en Suisse, en Allemagne, il y a une couche épaisse de sédiments, vous voyez ici, donc la période qui est entièrement anthropogène. Nous avons fait des recherches sur 1,5 m, 2 mètres. Les rivières ont changé notablement au cours de plusieurs milliers d'années, donc de façon directe, en raison de l'impact direct ou indirect de l'homme. Donc bien sûr, mais ce qui m'a noté, c'est que on ne sait pas ce qui se passe en dessous, cette couche grise que l'on voit en fait juste à la surface qui touche la surface de l'eau. Donc voilà. Et c'est ce que j'appellerais représente la condition naturelle de la rivière. Donc, et on en connaît très peu finalement. Et en 2008, pour la première fois, je suis rentré dans une zone occupée par les castors et je me suis dit, oh, mais ça pourrait être en fait ce que cette couche grise que l'on voit ici, donc, aurait pu créer. Et donc, c'est là où mon histoire a commencé. Et, euh, et pour moi, ça m'a ça m'a permis de réfléchir comment les rivières fonctionnaient dans le passé. J'ai pu utiliser et comment nous devons également baser nos restaurations. Donc, lorsque nous avons donc il est clair que lorsque on analyse le fonctionnement d'un écosystème, donc par exemple des systèmes de à peu près de 2 ou 3 décennies, en Allemagne et en France, il y a quelques sites comme ça où on peut voir avec de vos propres yeux qu'il y a un écosystème très différent et que la biodiversité a subi beaucoup de changements. On stocke beaucoup plus de carbone et c'est préférable que ce que l'on voit à droite, qui est une rivière une avec et sans en castor. Vous voyez sur les photos avec et sans castor. Et ceci, bien sûr, et donc ceci, le castor nous prouve qu'on peut avoir des solutions basées sur la nature. C'est-à-dire, c'est une approche qui est basée sur qui va nous permettre de restaurer des cours d'eau résilients, donc ou des paysages résilients et bien sûr avec des avantages pour la biodiversité, mais également on va avoir, globalement un meilleur futur pour la nature et donc solutions basées sur la nature protègent les gens, protègent l'infrastructure et bien sûr elles protègent la biodiversité dans le futur. Le problème, que j'appelle ceci un problème, c'est pas un problème, mais en fait c'est un fait, c'est que les solutions basées sur la nature sont énormément dépendantes du contexte. Je vais rentrer maintenant plus en détail dans cet exposé, donc parce que c'est ce que l'on observe avec le beaver, qui en fait une solution basée sur la nature, mais qui crée un problème si on veut l'utiliser à des fins de gestion. Le beaver est un ingénieur d'écosystème et on sait maintenant ce qu'est un ingénieur d'écosystème, mais d'un point de vue géomorphique, en termes de prospective et de dynamique, nous n'avons pas étudié cela à fond dans le passé parce que et ce n'était pas il n'y avait pas d'ingénieur écosystémique dans le passé. Donc je dirais que c'est un nouveau domaine, un nouveau sujet. Donc, que fait le castor? Bon, comme vous le savez, donc, beaucoup a été dit dans cette introduction déjà, mais si vous faites, si on examine les cours d'eau, comment est-ce que le castor va impacter le bilan hydrique? Bien sûr, il va construire un barrage,
qui va bien sûr augmenter le niveau d'eau en amont du barrage, ça va augmenter le temps de résidence, mais ça va également une diversion des flux sur la plaine inondable et ceci, ça va généraliser la surface en d'écoulement et ça va drainer le il va y avoir on va favoriser l'infiltration donc sur la zone concernée et de plus ça va augmenter le niveau de la nappe phréatique à proximité des barrages, des zones de barrage. Donc, de plus, il y a d'autres impacts dans le domaine du bassin de retenue, mais je ne vais pas vous épargner, je vais vous épargner les détails. Il est clair que ceci augmente la surface stockage de l'eau. Et bien sûr, ce qui doit être également compris, bien compris, c'est que les le, le castor ne fait jamais un seul barrage, il va créer une série de barrages que l'on appelle, nous on appelle ça on appelle ça les tronçons de castor. Donc, l'impact de cette augmentation et de temps de résidence de l'eau et d'infiltration, c'est que donc l'eau, d'abord, l'eau s'est purifiée d'une certaine façon et bien charge de nutriments, des nutriments dans l'eau changent également, hein. Donc, bien sûr, dans un environnement modifié par l'homme, impacté par l'homme, on a réduit ça va réduire les composants de nitrate dans l'eau, mais malheureusement, on a de il y a l'augmentation de l'ammonium, donc par rapport à la zone amont-aval du barrage de Castor. Donc, et de plus, cela augmente également, cela augmente, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à, oui, la carbone, pardon, la teneur en carbone dissous, pardon, excusez-moi, la teneur en carbone dissous en fonction donc du barrage. Donc, je ne vais encore une fois pas entrer dans le détail, mais je peux vous référer à d'autres articles qui ont traité de ces sujets, notamment. Il y a un article en 2021 qui a étudié tout cela. En fait, ce qu'on constate dans la littérature, donc, quand on réfléchit aux solutions basées sur la Terre, il semble que l'impact des castors est fortement dépendant du contexte. Point de vue géomorphologie, par exemple, en hydrogéomorphologie, vous voyez ici, de A à D, par exemple, hein, pour A1 à D1, c'est le gradient, vous voyez, on a une zone montagneuse avec un bassin versant plus pentu, alors que dans B1, on a quelque chose un peu plus moins pentu. Le C, donc voilà, là, vous avez la partie supérieure montre la zone sans castor et les plans en bas vous montrent ce qui se passe avec les castors, pardon. Et donc, dans les paysages très montagneux à gauche, vous voyez, ils ont en fait assez peu d'impact sur l'écoulement d'eau, même il y a des barrages, mais c'est tout à fait possible. Mais de l'autre côté du spectre, sur une zone plus plate, un emplacement plus plat, voici, ils apportent moins de changements, ou le changement apporte beaucoup de changements et donc peut vraiment créer, là, avoir le plus fort impact, c'est dans la zone semi-confinée une vallée, vous voyez, dans au milieu d'un bassin versant. Ensuite, nous avons étudié tout ceci, ce qui se passait au niveau. Nous avons posé plusieurs questions avec les parties prenantes en Suisse, c'est là quand je travaillais en Suisse, et donc, nous avons identifié 3 questions principales que les gens nous posent. D'abord, est-ce que les castors créent une source ou un puits de carbone? Est-ce qu'ils vont, contribuer, modifier le budget carbone d'une zone, par exemple? Ça, on peut voir, il y a plusieurs aspects dans l'atmosphère et dans l'eau. Et encore une fois, le carbone organique est stocké, par exemple, hein, dans les barrages. Ensuite, est-ce que ils augmentent ou réduisent la qualité de l'eau? Parce que ce n'est pas toujours, dans certains
dont nous avons voulu étudier cela en fonction du courant notamment, et ensuite on a réfléchi à on voulait modéliser ceci sur une perspective de paysage et donc pour mieux comprendre où le castor pouvait apporter un service écosystémique au paysage. Donc nous avons fait cela en Suisse et ici, je mets la qualité de l'eau en premier plan parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de gens. Dans la littérature, en 2021, nous avons constaté qu'il y a il y a des informations sur le carbone organique dissous, par exemple, hein, en amont, en aval. On a vu également une réduction de nitrates et les sédiments en suspension, réduction de la charge des sédiments en suspension. Mais ce que nous manquait cependant, c'était de toutes ces études, c'était il nous manquait le fait que il y a l'aspect saisonnalité également et donc nous n'avions pas de données à ce sujet sur les saisonnalités. Donc nous avons fait notre propre étude. On a eu de la chance, on a eu un projet en Suisse, un gros projet qu'on a pu utiliser au sens, on a pu étudier pratiquement tous les cours d'eau suisses et on a eu beaucoup d'échantillonnage, notamment le nitrate et nous avons observé que c'est fortement variable. On s'y attendait, mais c'était très, très variable, donc entre l'amont et l'aval. Donc, on n'attendait pas ce niveau de variabilité. Et vous pouvez voir que lorsque l'on regarde l'ensemble des données, nous avons constaté que le nitrate réduit, la teneur en nitrate réduit de l'amont en aval quand il y a les barres, mais il y a beaucoup de populations dans l'ensemble de ces données qui se comportent différemment. Donc, ça, c'est juste un des aspects. Nous avons essayé, c'était un gros projet, donc bien sûr, on a étudié tout le temps de résidence, le temps de surverse, les règles du flux de surverse, etc. On a voulu être cohérent, donc on a voulu, bien sûr, expliquer cette variabilité. Donc, la seule chose que nous avons pu observer qui était vraiment fiable, c'est que c'était la connectivité latérale entre la cours d'eau et la plaine inondable qui va conduire à une réduction du nitrate en amont et vers l'aval dans les zones impactées par les castors. Donc, bien sûr, ceci peut être discuté. On s'est dit que toutes les restaurations l'auraient conduit à cela, mais et donc, oui, c'est important de reconnecter les rivières et les plaines inondables, donc, pour obtenir, donc, pour l'effet que l'on obtient avec les castors. Donc, en ce qui concerne le budget carbone, une étude a été faite d'un côté, poussée, nous l'avons quantifié l'ensemble des facteurs carbone sur une période d'un an et nous avons constaté que les castors créent des puits de carbone efficients. Ça va être publié rapidement, vous pourrez le voir dans la littérature consultée. Mais ce qui est important, c'est que le message ici, c'est que beaucoup de gens considèrent on voulait vérifier sur les barrages d'impact, les barrages avaient un impact sur le bilan carbone, mais on s'est aperçu que le stockage de carbone en raison de la réduction des matières organiques dans les sédiments du bassin de retenue, donc c'est tellement énorme que ça crée un puits et donc c'est au moins en Suisse, c'est ce qui a été constaté. Donc on a considéré que c'était négligeable. Nous avons quantifié la teneur en carbone avant et après l'intervention des barrages de Castor en Allemagne et en Suisse également. Et on a comparé et on a à peu près 50% en fonction des préconditions du sol, du type de sol, etc. On a à peu près 50% d'augmentation en stockage du carbone. Donc, il faut souhaiter que 50% de rien, c'est rien.
hein. Donc, si vous avez une très faible teneur en carbone à l'origine, bien sûr, bon, donc bien sûr, vous aurez une très, très faible, réduction et donc après cela, nous avons essayé de on a étudié on a essayé de quantifier les services écosystémiques dans toute la Suisse et c'était en fait, nous avons fait ça avec, une université donc et ça on a fait un très beau travail. On a réussi à intégrer les résultats de la quantification dans ce qu'on appelle le VDC, donc c'est une v donc et maintenant, essentiellement, tout le monde qui veut construire quelque chose pour faire une restauration de rivière en Suisse, doit regarder notre carte. Nous avons établi une carte avant de faire quelque chose qui a été un grand succès et j'espère que ça va améliorer la gestion des cours d'eau, donc ça va les améliorer et je sais que l'un vous en parlera un peu plus. Et voici encore une fois les modèles. Nous avons étudié les services, pas seulement les systèmes exocristiques, mais tous les services. Et nous avons constaté qu'il y a, en analysant les données, nous avons quantifié le positif, l'impact positif et négatif des rivières dans toute la Suisse et on a constaté que ce serait très bien d'étendre la population de castors en Suisse parce que le positif l'emporte sur le négatif. Donc, on peut donner des suggestions concrètes au gouvernement pour potentiellement être un peu plus généreux en ce qui concerne les aspects négatifs parce que, en fait, il y a des aspects extrêmement positifs sur les zones concernées. Donc, globalement, je pense que les castors sont une solution basée sur la nature et que leur il est important de garder à l'esprit quand on fait de la recherche, que vous faites une proposition de travailler avec les castors en tant que solution basée sur la nature, que l'impact dépend essentiellement fortement du contexte, mais on peut quantifier ce contexte, j'espère vous l'avoir montré, euh, et essentiellement vous dire que simplement la, té- la- pour l'intégration de cette politique, le système en réseau est essentiel et nous avons créé des changements basés sur les preuves et donc c'était vraiment des objectifs que nous avions pour ce projet. Donc globalement, je vais terminer ici et je veux être certain qu'il y a eu beaucoup de travail d'équipe, bien sûr, avec beaucoup de personnes impliquées et voilà, je n'ai pas fait tout le travail toute seule et je suis heureuse de vous présenter mes équipes et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Annegret. D'abord, préciser que les questions seront prises à la fin des deux interventions. Et donc maintenant, je vais passer la main à Chris. Annegret, tu peux arrêter de partager ton écran. Merci beaucoup. Chris, Okay, tu l'as. Yes, tu I'll l'as. share my screen. Voilà, je Um, partage mon écran. There we go, Annegret, thank you. Voilà, merci. Alors, on n'est pas encore en pleine page. Ça a l'air bon. Très bien. À toi, Chris. Merci. Is that displayed correctly? Excellent. Okay. Bien, Thank you so much. merci pour cette invitation, pour vous parler d'un sujet qui m'est très cher, à savoir les, 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 les paysages de rivières, ce qu'on appelle les riviésages. Je sais pas, donc, bien sûr, ceci concerne les gens, l'écologie, l'environnement, et il n'y a pas de meilleur exemple dans cela que de travailler sur les castors dans les paysages de rivières. Et je vais parler les services écosystémiques que l'on obtient du monde naturel et donc et dont nous bénéficions, nous, en tant qu'humanité. Mais comment nous faisons
en accord avec les castors, de façon à ce qu'il y ait, je dirais, une existence, une cohabitation mutuelle entre les sociétés et les castors. Les castors sont très industrieux, comme vous le savez. On les connaît pour leur travail, pour leur éthique de travail. Et le castor de base, bien sûr, on le dit, hein, ils mangent de la végétation et ils construisent des maisons et ils construisent des barrages. Ils modifient le paysage et voilà ça, c'est l'ingénierie écosystémique des castors, donc vous voyez ici. Et il est toute évidence que ce que ça a fait au paysage de rivière. Donc, quels sont les services écosystémiques qu'on obtient des castors? Il y en a beaucoup, très, très nombreux, trop nombreux pour les citer tous, donc c'est remarquable. Donc, bon, il y en a dans des livres, des articles déjà qui ont été publiés dans la littérature auxquels je vais référer. Mais je voudrais simplement en prendre juste quelques-uns et vous expliquer comment ceci peut être important. Mais n'oubliez pas que nous, en tant qu'humains, ne recevons pas les avantages directement du castor. Nous bénéficions de l'ingénierie des castors et comment les castors modifient en fait les vallées, les cours d'eau, les pays, les rivières, les plaines inondables. Donc, et les paysages fluviaux des rivers, des beavers, des castors, pardon, excuse-moi, ils ont besoin ils ont besoin d'espace, donc ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de nourriture et donc c'est la même chose pour nous. Donc vous voyez ici, il y a un bénéfice mutuel parce qu'on cherche la même chose, on veut de l'eau, de l'espace et de la nourriture. Donc je vais regarder 2 exemples pour vous démontrer, comment ces paysages fluviaux faits par les castors sont importants pour les êtres humains. Il y a 2 façons qui nous permettent d'éviter les conflits, mais il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Mais enfin, il peut y avoir cet espace d'occupation mutuelle des paysages de rivières. D'abord, les services numéro 1. Donc d'abord, c'est la productivité des rivières et ça peut être une cible pour, heu pour la biodiversité, pour la restauration pour la préservation des espèces, qualité de l'eau, quantité d'eau, et donc tout ce qui est intervient pour nous. Mais comment est-ce que ça se produit en fait? Donc conceptuellement, voici un modèle. Donc voici une rivière, une coupe de rivière sans castor. Donc vous voyez, de gauche à donc l'eau s'éloigne de vous, hein. Donc là, il y a de l'eau dans juste en dessous du lit de la rivière. S'il pleut, il y a de l'eau qui pénètre également par la végétation. Mais il y a une nappe phréatique. Mais il y a une zone plus sèche, et donc qui va impacter la végétation, le type de végétation, sa productivité, etc. Dans un cours d'eau avec de barrage de castor, vous voyez ici, donc en fait, il y a plus d'eau et donc, on peut mieux stocker l'eau dans cette plaine inondable, pas seulement dans le chenal, hein, mais vous voyez, sur l'ensemble de la plaine inondable. Et bien sûr, cela va profiter également à la nappe phréatique. À voir à quoi ça ressemble. Donc, voici un, un paysage de rivière à castor. Vous voyez, il y a de l'eau partout. Et donc, il est clair que les castors modifient la structure et l'hydromorphologie. Il y a plus d'eau retenue dans paysages les environnements contrôlés par les castors. Qu'est-ce qui se passe au niveau des aspects saisonniers ou d'une année sur l'autre? Par exemple, quand il y a une sécheresse. Voyez, donc quand il n'y a pas assez d'eau qui vient de la surface, vous voyez, par exemple. Bon, vous allez avoir un assèchement de surface, il va y avoir il peut y avoir un changement d'espèce ou même de nature, et donc hors de l'influence du chenal de la rivière. Mais ceci va être médié, vous voyez, par le barrage parce qu'il y aura plus d'eau et donc ceci va changer l'accès à l'eau et la répartition spatiale de l'eau, donc et ce à quoi ça ressemble. Regardez ici, voici. Là,
Ce sont des pâturages pour bovins. Lorsque c'est sec en été en Californie, quand la plupart de la, vous savez, on est un climat méditerranéen, en gros, et la précipitation se fait en hiver essentiellement. Donc voilà. Et vous pouvez voir que dans la partie qui n'est pas impactée par les castors en haut de l'image, c'est très étroit, alors qu'où il y a les castors, c'est très large. Et vous voyez simplement de par la couleur et la végétation. Et c'est là où se situe l'eau. Et c'est pas simplement où il y a, mais c'est où se trouve l'eau, où elle est accessible aux végétaux. Et donc les castors changent complètement la distribution et dans l'espace. Ils changent le potentiel fondamental pour le paysage fluvial qui sera biologiquement plus productif en changeant la distribution de l'eau en surface et en profondeur. Ils vont changer également la manière dont la physique d'un écoulement d'eau est en interaction avec la biologie, avec le paysage. Voici ici sur une représentation d'une rivière sans castor, vous voyez, c'est simplement un chenal simple étroit, mais où il y a un castor, vous voyez, donc l'eau va s'étendre latéralement en raison des barrages et des petits canaux latéraux qui vont se créer. Donc, bien sûr, et bien sûr, on sait que les castors construisent des petits canaux pour faire entrer l'eau latéralement. Donc, ce qui se passe pendant des hautes eaux, quand il y a des pluies torrentielles ou lorsqu'il y a de. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la physique? Est-ce que ça change l'eau? Bon, voilà. Là, il va y avoir une vague hein, d'eau, donc un événement de vague d'eau qui va arriver, qui va faire que on va avoir un aspect de dégradation physique. Il va y avoir, on va avoir une perte des sols, on va avoir de l'érosion, voilà. Donc ça, et donc là, ici, c'est sur un sectionnal unique, voilà ce qui se passe. Mais euh, en revanche, cette eau va être médiée, rééquilibrée, résistée par le paysage créé par les castors. Ils ont de l'espace, l'énergie est beaucoup plus élargie, distribuée, l'eau qui s'écoule est dissipée parce qu'elle va rencontrer des obstacles et c'est de la biologie. Et donc, ce qui se passe dans une zone à castor, c'est que la physique de l'écoulement de l'eau, l'énergie et les quantités d'eau vont elles ont, il y a une opposition biologique à la force physique de l'eau. Et donc, dans les canaux, dans l'espace, ou bien sûr, les forces de la biologie faire en sorte que cette énergie de l'eau va se redistribuer. Et voici à quoi ça ressemble. C'est le même paysage ici, mais lorsque, vous voyez, quand les castors sont arrivés, d'abord c'était sec, vous voyez, regardez, ça représentait ça sans végétation. Il n'y avait, il n'y avait pas d'eau qui se déplaçait latéralement. Donc, donc il y avait, là, c'est la saison de fonte des neiges, vous voyez, lorsque l'eau arrive, de l'eau se répand, mais c'est une zone qui n'avait pas vu d'eau depuis près de 100 ans. Et donc, c'était le bazar, c'était pas beau. Il y a un travail géomorphique qui s'est mis en place, les sédiments sont déposés parce qu'il n'y avait pas de résistance à l'eau. Il y avait des résistances de l'espace, bien sûr. L'eau est dans une couche plus mince, mais elle est plus répandue, mais il n'y a pas de résistance biologique. Un an plus tard, regardez, la réponse biologique à la disponibilité d'eau, et maintenant on a une action biologique qui intervient, donc grâce à la présence de l'eau, qui répond à la présence de l'eau, et elle trouve les sédiments donc, qui sont sur cette surface. Et là, vous avez, regardez, ce cycle, donc année après année, de travail géomorphique auquel s'oppose l'action biologique. Et donc, ce que les castors apportent au paysage de rivière, donc, c'est que ça permet à cette action biologique de se faire. Ils construisent le barrage eux-mêmes, mais ensuite, où ils vont modifier également la végétation de façon à ce qu'il y a plus du coup, il va y avoir plus de barrages, ils sont plus productifs. Et bien sûr, ils vont creuser des canaux pour distribuer l'eau. Donc, il va y avoir une meilleure résistance physique à la vague d'eau. Donc, et bien sûr, et ce qui fait que bien sûr, les castors vont être plus impliqués là-dedans. Donc, nous voulions comprendre cela à partir de la gestion d'espèces protégées, les saumons et les truites, hein, en Amérique du Nord et essentiellement dans le nord-ouest sur la côte pacifique.
rivières qui normalement recevaient des populations de saumon, abritaient des populations de saumon, sont ciblées maintenant à l'échelle industrielle de restauration. Et cet effort semble être une action du type industriel. Les ingénieurs disent, voilà, c'est ce qu'il faut faire pour une rivière, et ils vont construire un terrain de jeu pour les poissons, mais ça marche pas, parce que ce qu'on a besoin dans les solutions basées sur la nature, c'est un environnement naturel qui est restauré. Et donc, et lorsque et donc, comment est-ce qu'on va arriver à cela si on ne comprend pas comment le système fonctionne? Donc, quelle est notre cible pour la restauration? Et on a regardé comment les castors travaillent sur les plaines inondables. Et on s'aperçoit d'abord qu'il y a beaucoup plus de végétation. Et donc, on s'est dit, et également d'un point de vue des poissons. Donc, on a fait une grande expérience. On a pris, et ça, c'est une terre agricole. Là, vous voyez, il y a un chenal simple, simplifié, hein, vous voyez, un peu comme un fossé plus qu'une rivière. Et nous avons ajouté la complexité des castors. On a reproduit des modèles de barrages style castor. Vous voyez, regardez, le même rivière, au même moment de l'année, 10 ans plus tard, après, après avoir ajouté la complexité, la biologie qui a augmenté et dans cet paysage fluvial. Donc, les composants biologiques maintenant peuvent résister à la biologie, à la physique de l'eau qui s'écoule, au flux d'eau. Et donc, dans ces zones inondées, des zones inondables, on voit qu'il y a eu beaucoup plus de végétation, de canaux latéraux, exactement, de canaux secondaires, et il y avait plus de poissons. Donc, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a changé en faisant ceci? C'était pas nous, c'est les castors comme ça. Si on regarde ceci, on a suivi les on a on avait suivi des puits, donc on a regardé l'eau en dehors du chenal, cette eau c'est les nappes phréatiques jusqu'à 700 mètres du chenal dans les zones qui ont été modifiées par les castors. Donc on a étudié ces nappes on a ajouté on n'a pas ajouté on n'a pas apporté les castors, ils sont venus d'eux-mêmes. Et donc il y a eu 25 à 30 centimètres d'augmentation du niveau de la nappe phréatique sur l'ensemble de la plaine inondable. Donc, on a augmenté la quantité d'eau disponible et stockée pour le reste de l'année. Donc, bien sûr, ça modifie la distribution de l'eau en raison de cette complexité du chenal. Ça a modifié le mouvement de de l'eau à la surface. Et vous pouvez voir la température de l'eau. Voici une partie du chenal très simple, vous voyez, donc on a fait des mesures de température, vous voyez, on les a placées dans l'eau. Et en 3 jours cet été, la température de cette eau est passée du jour à la nuit, donc, mais a modifié. Donc, les différences de température entre ces différents sites dans le courant étaient très limitées. Donc, dans tout à n'importe quelle partie de cette tronçon, l'eau était elle restait dans le chenal, elle se chauffait pendant la journée, elle se refroidissait la nuit. Donc ça, c'est le principe classique. Dans une autre tronçon où on a fait une modification avec Castor, vous voyez ici, là il y a un barrage, là il y a un barrage, là il y a des barrages également. Nous avons mesuré la température de l'eau et on a trouvé quelque chose de très différent. On a constaté que dans certains endroits, il y avait l'eau faisait la même chose, donc ça faisait un peu comme le système ICISAP, mais dans d'autres sites, sur d'autres endroits, la température de l'eau, en fait, était beaucoup plus fraîche, presque 15 degrés plus fraîche, et il n'y avait pas de fluctuation quotidienne. Et c'est de l'eau qui ressort de l'eau qui a été en contact avec le substrat et tout entre les deux était possible, toutes les combinaisons. Cela veut dire que en fait, la complexité hydraulique, donc bien sûr ajouter de l'eau sous les barrages, donc bien sûr, ça va pousser l'eau dans la nappe phréatique et donc va déplacer l'eau, bien sûr, qui va s'écouler sous le chenal. Donc, il y a eu deux choses. D'abord, il y a eu un refroidissement de l'eau et surtout, il y avait
une variabilité énorme, c'est-à-dire la diversité des conditions. Et c'est ce que les poissons adorent. Et si ils veulent être au chaud, ils vont dans une place où l'eau est chaude. S'ils veulent être fraîche, ils y font. Et ils le font de façon quotidienne pour digérer, pour se reposer, pour se reproduire. Donc, ceci n'existe pas dans un système avec un seul chenal. Ça existe dans un système complexe construit par les castors. Nous avons maintenant deux éléments de pourquoi la productivité biologique peut être meilleure dans les rivières restaurées par les castors. D'abord, variabilité de l'eau et donc également des micro-parties de l'habitat. Et lorsque nous avons mesuré les poissons, est-ce qu'ils étaient plus gros, ils survivaient mieux, etc. La réponse, c'est oui, bien sûr. Et donc, bon, c'est un graphique un petit peu occupé ici, mais globalement, il y avait à peu près 70% plus de juvéniles, un an, des saumons, dans ce cours d'eau sur les sites qui étaient modifiés par les castors. Ils survivaient sur une base à 3 à 4 mois. Donc, quand on les a marqués, on a vu qu'ils étaient toujours là. Leur taux de survie a augmenté de 50%. Donc, ils se comportaient mieux. Donc, il y en avait plus, mais ils survivaient mieux. Et donc, si on pesait là, on a pesé les poissons, ils étaient plus, il y a plus de viande de poisson par mètre carré par jour. Donc, la productivité écobiologique de l'ensemble a été améliorée. Et ce travail a été répété. Maintenant, bien sûr, c'est difficile. On regarde le nombre de poissons dans différents endroits. Il y a un autre exemple où, avec un système qui n'avait pas de castors, donc on a lâché des castors. Les castors ont construit leur propre et on a compté le nombre de truites avant à l'introduction et après l'introduction des castors et où les et donc là où on a introduit les castors, il y avait beaucoup, beaucoup plus des centaines de poissons de plus. Donc c'est encore une fois, c'est la biologie intervient. Donc c'est une complexité, mais même à l'échelle d'un simple organisme cellulaire. Voici un autre graphique encore un peu compliqué, je vous prie de m'en excuser, mais voici de façon très système. L'eau passe dans les fossés rapidement, mais, mais ceci se produit rapidement lorsque l'eau s'écoule rapidement. Donc, vous voyez, lorsqu'il y a plus de complexité, donc bien sûr, donc on va ralentir l'écoulement et donc il y a plus de temps pour que les processus se fassent, donc de meilleurs cycles, plus de cycles se produisent. Mais du fait que cette eau est poussée dans le sol, ce traitement se fait dans un film partout où il y a, dans tous les points d'eau. Donc, et dans toutes les barres, et du fait que l'eau est poussée vers le bas, il y a plus de volume de connectivité, il y a plus de place pour que ce processus se fasse. Et si vous mesurez par exemple les isotopes de carbone et d'azote, on voit à quel point il y a un enrichissement trophique dans les zones qui sont restaurées et donc en fait on va il y a un changement donc de tous ces types d'organismes. Donc, de ce que on voit avec les mesures d'isotopes carbone et azote, il y a plus de productivité biologique qui se produisent dans les zones qui ont été modifiées par les castors. Donc, il y a plus de place pour la chaîne alimentaire et cette chaîne alimentaire est plus riche. Elle a plus de gradients, plus de niveaux. Et bien sûr, ce sont des points chauds biologiques, entre guillemets. Donc, partons des points chauds maintenant. Parlons des incendies. L'eau, bien sûr, et bien sûr, on le sait, donc l'eau ne brûle pas. Et donc, il y a plus d'eau dans les zones d'un castor. Et bien sûr, et donc, est-ce que ça, avec le changement climatique, on voit en Europe et aux États-Unis le problème des grands incendies, parce qu'on a modifié les paysages, on a tout modifié, donc on a changé le comportement des incendies. Donc, est-ce que les castors avoir un impact sur ce point? Est-ce que ramener les castors voilà, va changer? Est-ce que ceci a permis de modifier, à contribuer à la réduction des incendies? Oui, on peut le voir ici. Ici, encore une fois, on revient ici à notre coupe de la façon dont une plaie inondable fonctionne avec et sans castor. Maintenant, si on ajoute le feu,
la partie sèche de la plaine inondable va brûler, tout simplement. C'est du combustible, alors que la partie humide ne le brûle pas. Donc, la réponse est oui. Vous voyez, ça marche. Regardez, voici un grand incendie ici qui s'est produit dans l'État de l'Idaho, au nord-ouest des États-Unis. Et vous voyez, des zones de taches de verre qui ont résisté, en fait. Et ça, c'était associé avec les barrages de Castor. Donc, c'est un exemple, mais c'est quelqu'un que c'est Joe Whitton a vu. Donc, mais est-ce que c'est un phénomène général? On sait que c'est un phénomène général. C'est pas une zone accidentelle unique. Non, non. Partout où il y a eu des incendies, où il y avait des zones de barrage de Castor, il y a une meilleure résistance de la nature. Donc, encore une fois, euh, et ça, c'est un travail qui a été fait par Emily Fairfax et ses amis dans tout l'ouest des États-Unis. Lorsqu'il y a des activités de castor, ici il y a un barrage, vous voyez, il y a un stockage d'eau et on résiste mieux aux incendies. Mais bien sûr, à une échelle énorme, vous voyez, c'est un très grand feu qui s'est produit en 2020 dans l'Oregon. Et la partie sombre, bien sûr, sont les zones qui ont brûlé, bien sûr, mais en brun, c'était on a brûlé la végétation, mais ça n'a pas brûlé le sol. Vous voyez, ça n'a pas. Et en vert, c'est là où le feu simplement n'a pas la température n'a pas arrivé au stade où elle pouvait affecter la végétation. Et ça, c'est immédiatement après le feu, hein, donc vous voyez? Et ça, c'est produit, regardez, à une beaucoup plus grande échelle. Regardez ici, par exemple, vous voyez, il y avait et donc il y avait des zones très froides, par exemple, où il y avait de l'eau et où il y avait de l'eau, c'est où c'était étendu latéralement dans les plaines inondables. Il y avait des barrages de castors, vous voyez, et donc ceci a permis à l'eau de s'étaler. Et ceci, bien sûr, ça a agi comme refuge, un endroit où les animaux pouvaient se protéger du feu, mais ça, bien sûr, a modifié et ça a réduit la distribution du feu. Mais et tout ceci va dépendre, bien entendu, de la quantité de paysages modifiés par les castors que nous avons dans la zone. Mais donc, en fait, donc, qu'est-ce qu'on peut obtenir de résilience anti-incendie à partir des castors? Voilà. Bon, mais tout n'est pas tout rose. Mais les castors, ils veulent occuper les plaines inondables dans lesquelles ils se trouvent. Donc, ben nous, on a des infrastructures. Donc, on se retrouve avec des inondations sur les routes parce qu'il y a un barrage de castors. Et puis, ce cerisier n'est plus un cerisier parce que bien sûr, ça, voilà, donc comment est-ce qu'on va résoudre ceci? Donc on va résoudre ce problème au niveau de la société humaine. Donc pour qu'on vive dans la même, bon, on doit d'abord penser plus vite que les castors, et donc on doit faire des choix. On doit apporter des compromis. Un système simple qu'on a utilisé pour réguler la hauteur de l'eau. C'est simplement, vous voyez, on fait une fuite dans le barrage, c'est pas très élégant, c'est une technologie très simple. Donc il y a un barrage, l'eau s'était étalée dans cette direction, ça va, et donc il y a un tuyau, tout simplement, qui va d'une cage, vous voyez ici, la cage qui est protégée contre les castors qui vont la boucher, et elle prélève de l'eau, vous voyez, donc, et elle évite que donc voilà, c'est le barrage normalement qui définit la hauteur de l'eau, mais là, en fait, ça va être défini par le tuyau qui va faire c'est un déversoir à mont-aval. C'est pas très élégant, mais c'est fonctionnel. Donc, vous voyez, on fait une fuite, on crée une fuite dans le barrage, que le castor ne peut pas boucher. Et ensuite, on pourra collaborer, on laisse le bassin des castors, mais à un niveau qui ne va pas avoir un impact négatif sur mais voilà, ça permet la cohabitation. L'autre conflit vient au niveau alimentaire. Nous, on fait des plantations et les castors trouvent que c'est sympa. Et donc, voici un vignoble. Donc, et ici, les castors sont aperçus qu'ils aimaient bien les cèpes de vigne. Et donc, le vigneron est moyennement content. Mais donc, vous voyez, donc là, il y a un problème de coexistence un peu délicat. Donc, il y a une clôture électrique qui fonctionne très bien. C'est une clôture électrique qu'on n'aurait jamais construite auparavant parce qu'elle elle doit être à la hauteur du castor. Donc, elles sont à 20 cm du sol. Vous voyez, c'est tout.
c'est pas celle qui va garder les moutons ou les vaches, c'est simplement pour les castors. Donc vous voyez, donc la première rangée où les castors ont fait la fête, donc voilà. Et donc de la même façon, on voici un très vieux pommier que son propriétaire veut protéger. Vous voyez, donc il a mis une clôture autour de son pommier. Voilà, ça c'est de la coexistence. Les humains et les castors vivent sur un paysage, de fluvial et ils tirent tous avantage de l'espace, de l'eau et de la nourriture, mais ils trouvent un moyen par cet exemple de résoudre le problème de façon à ce que les 2 espèces puissent bénéficier du comportement des castors. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ces présentations. Merci beaucoup Annegret et Chris. Avant de passer aux questions du chat, on va commencer peut-être par des questions de Margot, Clément et également Arnaud. Est-ce que vous avez des questions face à ce qui a été présenté? Alors oui, moi j'aurais... Pardon, que je me mette en... J'aurais une question un peu pour Chris au sujet des poissons. Et notamment, les salmonidés ont été beaucoup étudiés. Est-ce qu'il y a des études qui ont été menées sur les autres poissons, sur d'autres espèces de poissons qui sont peut-être moins mobiles dans la rivière? Most work has been La done. plupart du travail a été fait sur les truites et les saumons, oui, effectivement. Mais il y a des observations qui montrent que l'habitat des bassins de castors, que les modifications des plaines inondables sont d'extrêmement bons habitats pour d'autres poissons. Et tout simplement parce que les, de- c'est un poisson ancien, le lamprey, je crois, donc qui sont très anciens en fait. Donc dans l'hémisphère nord et le Pacifique, et ils passent pour les juvéniles notamment pratiquement une décennie dans de l'eau douce avant d'aller vers l'océan pour grossir, puis revenir et se reproduire, effrayer. Et donc ils vivent et dans les sédiments, donc ils sont dans les sédiments, ils sont et lorsqu'on a des rivières simplifiées, quand on en fait des fossés qui transportent l'eau et les sédiments, bien sûr, on enlève bien sûr les habitats. Et en apportant les castors ou on fait restore les plaines inondables modifiées par les castors, on restaure également ces populations, ces espèces. Et ça a été moins étudié, mais ce sont des espèces culturellement très importantes pour les populations indigènes d'Amérique du Nord et qui vont bien sûr, elles bénéficient de la collaboration des plaines inondables. Et bien entendu, il y a également d'autres espèces qui bénéficient de ces plaines inondables. Et mais certaines des autres poissons, les minnows escopens, sont moins étudiés, mais on les voit en plus forte densité. Donc, on constate des plus fortes densités. Donc, visiblement, ils bénéficient également en termes de population, population, taille, etc. Donc, vous avez raison. Donc, mais bon, on n'a pas fait autant de travail qui a été fait sur les saumons et les truites. Merci beaucoup. Oui, donc moi j'aurais une question possiblement pour les 2 intervenants. On a pas mal parlé d'analogues de barrages de castors, mais moi je me posais la question, par exemple, sur des rivières, je prends un exemple français, par exemple des rivières qui sont incisées en raison de l'enfrichement des versants, typiquement, donc lié à la déprise rurale, aux travaux RTM, tout ça, donc à des impacts anthropiques indirects. Est-ce que cette construction d'analogues de barrages de castors est durable dans le temps, ou est-ce que au fil du temps, la rivière, à cause de ces drivers
qui opère ces variables de contrôle externe, qui opèrent à de très large échelle, est-ce que la rivière ne va pas retrouver sa forme simplifiée et dégradée qu'elle avait à l'origine? Et du coup, est-ce que ça impliquerait du coup des interventions régulières d'entretien? Euh, voilà. Yeah, so Chris, I don't know, I think you have more experience in this. Chris, je pense que tu as plus d'expérience des beaver, de mais je pense que ce que je constate, moi, lorsque, lorsque les barrages de castors sont dans des canaux, des chenaux incisés, le chenal revient toujours au site d'origine. Donc ça, c'est intéressant. Il va se réinciser, mais d'abord, il va quitter la plaine inondable et il va revenir, et quel que soit le système qui se soit formé, et, il va laisser beaucoup de sédiments, toujours riches en carbone. Mais voilà, donc j'ai observé ça, moi, à partir de barrages de vrais castors et non pas des analogues. Yeah, I agree. Annegret. Je suis tout à fait d'accord, Annegret, c'est une bonne question. When Lorsque nous essayons de restaurer a simplified un, un système de rivière simplifié, c'est d'avoir une chenal unique, plus énergie, ce qu'on appelle un chenal de transport hydraulique, on en rencontre deux problèmes. D'abord, est-ce que le chenal est incisé? C'est-à-dire, est-ce qu'il a coupé dans son lit alluvial d'origine, ou de sa surface alluviale d'origine? Ou est-ce que, comme l'exemple qu'on a vu ailleurs, c'est est-ce qu'il y a accès à un excès de sédiments, et donc plus de sédiments vont se déposer, qui se déposent dans la plaine inondable. Donc en fait, donc il y a une, et le reste donc le chenal est resté initial, mais en fait, c'est le reste qui s'élève de la place inondable. Et la seule façon de résoudre ça, bien sûr, c'est d'enlever, de gratter tout ce qui a été déposé et ramener la surface de la plaine inondable au niveau où elle était pendant sur tout le cours de la rivière. Ceci a été fait avec beaucoup de succès d'ailleurs dans certains sites. Donc, il faut bien déterminer le niveau d'incision, mais est-ce que, en fait, c'est pas la rivière qui a descendu, mais c'est le niveau de la plaine inondable qui a monté. Et donc, si la rivière s'est incisée dans son lit, alors, mais il y a trop d'énergie, et donc, bien sûr, l'environnement de la plaine inondable, qui est un environnement à faible énergie de dépôt, elle a construit, bien sûr, la plaine inondable alluviale. Et donc, bien sûr, elle va être channalisée, on va transporter les choses, les sédiments à distance. Donc, il faut simplement dissiper cette énergie. Si vous choisissez de dissiper cette énergie en mettant une rugosité hydraulique, un barrage hydraulique, ou des bois ou des troncs, etc., dans ce chenal, vous allez dissiper l'énergie seulement dans la mesure où, à l'endroit où se trouve cet obstacle, comme si le chenal va simplement, et si le chenal migre de là, et vous n'avez pas de dissipation d'énergie. C'est pas tant de la maintenance, mais c'est plutôt votre traitement global ou votre intervention globalement, donc qui a été très local dans l'espace et dans le temps. Et donc, peut-être il faudra-t-il revenir à plusieurs reprises pour continuer à chasser ce chenal jusqu'à ce que vous arriviez à dissiper l'énergie à l'échelle de la plaine inondable. Vous pouvez le faire en un seul coup avec ce qu'on appelle maintenant la restauration stade zéro. Mais, Colin Thorne et Brian Course en ont parlé en 2014. Le modèle d'évolution des chenals, où ils ont dit que l'état zéro, c'est la condition initiale avant occupation de la plaine par les humains ou les sociétés industrieuses. Et si vous voulez revenir à ce site, sur tout le paysage fluvial, donc, et restaurer tous les équilibres, vous pouvez le faire d'un seul coup, mais c'est-à-dire que vous pouvez ramener le niveau
le niveau de rigidité sur l'ensemble du paysage. Mais si vous n'avez pas d'autorisation pour faire cela, alors l'espace ou l'argent pour le faire, et que vous voulez simplement faire des petites interventions, des petites embâcles, il va falloir suivre ça. Donc vous allez avoir une conversation avec la rivière, vous allez devoir demander à la rivière de faire quelque chose et ça va vous dire qu'elle ne veut pas, vous allez essayer à nouveau, et peut-être ça va prendre une décennie, ça va prendre des années pour simplement, lentement convaincre l'ensemble de l'écosystème de se comporter comme vous le souhaitez. Donc, de toute évidence, si et c'est toute l'idée des, des restaurations basées sur la nature et le faible technologie. L'innovation est à faible risque individuellement, mais peut simplement à faible coût, faible effort, mais ça veut dire également qu'ils ont un impact faible. Donc, un ensemble ne va pas suffire. Vous allez devoir revenir jusqu'à ce que la nature reprenne la main. Très bonne question, merci. Voilà, je pense qu'on peut passer aux questions du chat, si ça vous va. Alors, une première question était donc celle d'Emma. Cette solution basée sur la nature fonctionne là où il y a suffisamment d'espace pour que le lit en fait puisse s'étendre. Mais notre principal problème concernant la continuité des rivières en France est que l'espace est occupé fortement par les activités humaines. On ne peut pas forcément voilà, construire des barrages et les barrages de castors ne sont autorisés que dans les zones où ils ne perturbent aucune activité économique. Alors comment est-ce qu'on pourrait utiliser cette solution de restauration dans ce contexte-là? Was there a dedicated person for this question? Yeah, shall I? Because we've just struggled with this, right? Because we did the Nous, on research. s'est battu avec ça, on s'est fait ces recherches en Suisse. Il y avait également le lobby des agriculteurs qui est très puissant et beaucoup de gens qui vivent le long de ces rivières. Et en plus, dans les années 50, les Suisses ont construit des routes directement à côté, à côté des rivières, pratiquement sur les berges et des infrastructures, pas de castors, pas question. C'est un cadre très difficile pour réintroduire des barrages de castors dans le pays. Donc, ce que nous avons fait dans le modèle de système de système de service écosystémique, nous avons toutes les données, nous avions déterminé tout, on a identifié les zones où ce serait bénéfique d'avoir des castors, on a enlevé toutes les zones qui pouvaient être considérées comme problématiques concernant l'agriculture et où des problèmes de route. Et nous avons créé un scénario. Nous avons un scénario très strict et donc on a étudié tout ce qui pouvait avoir un impact et donc dans les pâturages et dans les forêts, donc les zones hors conflit, et nous avons créé un scénario où toutes les infrastructures doivent être intactes, etc. On a joué avec ça, on a fait 3 scénarios à impact haut, moyen et faible. Et ce que l'on a retiré de cela, c'est que essentiellement, vous on commence d'abord avec un faible impact, la zone verte, la zone grise, la zone verte, pardon. La zone verte, les castors vont pouvoir s'amuser et on va dans le jaune, là, on va les laisser avec un impact minimum. Et je pense et donc ça, c'est l'approche que nous avons adoptée. Mais c'était beaucoup de travail. Ça demandait beaucoup de travail, mais ça a fonctionné finalement. Je, une autre vision, peut-être, un autre aspect. Lorsque nous demandons qu'on pose une question économique, très souvent, on n'utilise pas la bonne échelle de temps. Ainsi,
la structure de coexistence, construire, protéger les rivières, les passages ou construire un, ba- un, un bassin donc pour contrôler le niveau dans les bassins. Pas beaucoup, mais il coûte un peu d'argent. La solution alternative, bien sûr, c'est d'enlever les animaux, tuer les animaux qui causent le problème. Mais, mais si il y a un endroit qui attire les castors, un autre castor va venir. Donc, à court terme, peut-être un an, à une analyse économique d'un an, il est plus facile de piéger et de tuer l'animal. Mais sur 20 ans ou sur toute une, sur la taille d'un département ou d'une région, à cette échelle, il est meilleur marché de travailler sur des structures de coexistence plutôt que de tuer les animaux. Il faut réfléchir à une différente échelle de temps et d'espace. Ces analyses ont été faites par des études. Donc, et soit on peut piéger les animaux ou une seule fois construire et faire de l'entretien de structures de ce que j'appelle des structures de coexistence. Il y a un amortissement, il y a un retour sur investissement, croyez-moi, dans ce registre. De plus, je pense que lorsque l'on parle d'infrastructures dans une plaine inondable et le potentiel de dégâts d'inondation, on parle d'un gros investissement dans un contrôle d'inondation dans les barrages inondés. Ils ont économisé des millions d'euros de dégâts grâce à leur plaine inondable. Mais quelles sont les pertes? Quelle est la productivité biologique euh, qui aurait été perdue sur tout le bassin versant et qui a été maintenant modifié avec ce grand barrage? Et on ne pose jamais cette question économique, en fait. On n'a jamais cette bonne réflexion. On réfléchit purement en termes d'avantages humains à court terme à partir des dangers de déplacement de l'eau. Mais maintenant, les avantages humains à partir de la présence de plaines inondables interconnectées est important. Et lorsqu'on pose cette question économique, si vous voulez, si vous voulez utiliser de l'argent pour, pour aider à la prise de décision sur les solutions basées sur la nature, je pense que l'analyse économique doit poser toutes ces questions sur la bonne échelle de temps et sur la bonne échelle d'espace. Et beaucoup de nos solutions basées sur la nature sont économiquement bénéfiques aux deux parties. Dans les zones où l'eau est limitée, comme dans la côte ouest des États-Unis, l'ouest des États-Unis, il y a beaucoup d'argent dépensé pour déplacer de l'eau et de pomper de l'eau sur des milliers de kilomètres, alors que cette euh, eau serait disponible dans les plaines inondables et elle pourrait être utilisée pour faire. Et ça, c'est une façon différente de faire. Donc, c'est un changement culturel, mais c'est toujours économiquement viable. Donc, on peut toujours faire une ferme dans un monde, mais c'est avec les castors, ce sera simplement différent de la façon dont on l'a fait depuis 100 ans. Et donc, il faut restaurer les cours d'eau et nous devons apporter notre soutien aux communautés agricoles pour qu'elles modifient leurs pratiques également. Le type de fourrage, le type d'animaux, le mouvement des troupeaux pour permettre l'utilisation et pour qu'il y ait pour préserver les systèmes des places inondables avec les barrages de castors. C'est faisable, mais ça, ça a conduit à poser des questions qu'on ne pose pas généralement. Très bien. Maintenant, une question de la part de Céline Blin. C'est pour vous, du coup, Monsieur Chris Jordan. La pose de tuyaux à travers les barrages a-t-elle un impact sur la biodiversité qui est déjà présente dans la zone humide qui est formée? Et si oui, comment est-ce qu'on peut faire pour minimiser ces impacts? Il y a un impact potentiel, effectivement, parce que le bassin, la zone de retenue sera plus petite et donc on va en supprimer une partie de l'habitat. En ce qui concerne les espèces aquatiques qui se déplacent le long de la rivière, il n'y a pas d'impact en tant que tel parce que à haut niveau, lorsque l'eau s'écoule, l'eau passe par-dessus le barrage. Et donc le barrage n'est ce tuyau, c'est une fuite. Il n'est pas là maintenant.
Si bien sûr, alors si, bien sûr, il pourrait y avoir un impact biologique si on vidait tout le barrage, donc il y avait et ça pourrait gêner les espèces, mais la plupart du temps, en fait, les espèces se déplacent lorsque l'eau est à un haut niveau, pas quand on est à l'étiage. Donc elles passent par-dessus les barrages de castors, mais elles le font à un haut niveau d'eau. Donc avoir un petit écoulement dans le barrage n'a pas d'impact en tant que tel. Oui, il y a effectivement des impacts, il y a un impact, mais ces impacts eux-mêmes sont, réduits et les impacts sont acceptables. Nous avons fait ces calculs, c'est parce que l'alternative, c'est d'enlever les barrages et les castors et donc encore une fois, c'est un compromis. Donc, on réduit le fonction écosystémique du barrage, mais le fonction est plus grande que ça aurait été sans le barrage des castors. Très bien. Eh ben, je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez contacter directement les intervenants. Du coup, la dernière question, ce sera celle de Patrice Cadet. Pourquoi la restauration de la continuité écologique par destruction des seuils agricoles ou de moulins est-elle considérée comme néfaste pour la rivière, alors que la fragmentation issue de constructions identiques à celle des castors est considérée comme bénéfique? Il est extrêmement facile de construire des ouvrages identiques à ceux des castors. Voilà, c'est ça la question. Ah, ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est tout simplement parce on détruit les barrages des moulins pour recréer des barrages pour faire la conductivité pluviale, mais on fait venir les castors pour faire la même chose, mais de façon différente. Bon, c'est sans doute la question, enfin le sens de la question. C'est bien. Bon, parce que moi, j'ai eu la même question qui m'a été posée, mais un barrage de castor, c'est pas un barrage de moulin. Il change en permanence, il n'est jamais le même, il évolue en permanence et de mon point de vue, au moins, ce changement permanent, c'est ce qui crée le changement d'habitat, le changement de la biodiversité. C'est dynamique, c'est pas un mur, alors qu'un moulin, c'est un mur. Voilà, un mur, c'est un moulin, quoi. Bon et donc c'est pas du tout pareil et donc lorsque regarde c'est pas du tout le c'est pas il y a pas de biodiversité dans je pense que c'est un changement continu et ça améliore la dynamique, tout, ça apporte toute une mais peut-être Chris a mieux à dire parce que vous êtes le spécialiste. C'est vous qui avez dû enlever ces barrages aux États-Unis. Oui, oui, je pense que oui, tout à fait. Les barrages ils fuient. Les barrages des castors, ils fuient et ils changent. Mais il y a d'autres points très importants, d'autres points importants également que les castors font. Ils construisent pas simplement ce que ne font pas les barrages. Ils construisent des canaux et ils mangent la végétation, ils mâchent la végétation et donc ils modifient la végétation. Ils rendent la végétation plus productive autour des cours d'eau en la mâchouillant et donc ils sont des millions d'années de coévolution pour pouvoir, et donc ils sont plus productifs ils peuvent, manger ils ont ces espèces à manger donc la biodiversité est beaucoup plus riche et donc la biodiversité change et donc les barrages sont des choses sur lesquelles on se concentre. L'objet barrage, on les reproduit. Il y a nous, les humains, on a appris à faire des barrages à partir de ce que font les castors, mais les canaux sont tout aussi importants, sinon plus importants pour la connectivité latérale des plaines inondables et pour modifier la végétation et tout ça. Et donc, si nous, humains, faisions cette chose, nous pourrions peut-être remplacer la fonction des castors. Mais on a tendance, nous, à nous concentrer seulement sur maintenir le flux d'écoulement d'eau et maintenir la zone simplifiée autour de ça, autour du barrage ou les structures d'irrigation ou autres, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Du coup, un mot pour la fin avec Antoine. Merci beaucoup à Chris et à Négrette. N'hésitez pas à les contacter par mail si vous avez d'autres questions et pour les questions auxquelles on n'a pas forcément eu le temps de répondre. Je suis sûre qu'ils y répondront avec grand plaisir. Un grand bravo aussi aux étudiants Margot, Arnaud et Clément qui ont géré super bien
ce séminaire. Merci pour leur présentation et pour les questions. Et puis, merci également au traducteur Lionel qui fait toujours ça super bien. Du coup, on vous donne rendez-vous lundi prochain pour la suite. Donc, c'est lundi à 14 h et je vais te laisser du coup conclure, Antoine. Donc tout à fait, oui, c'est une suite d'événements. Donc, et j'en profite pour signaler qu'au niveau national, il y a des événements qui sont organisés sur le thème du castor. Et donc, ça s'appelle Année du castor. Sur Internet, vous trouverez tout un tas d'événements par ailleurs qui existent. Et enfin aussi, j'en profite pour signaler qu'à la fin de l'année, l'Office français de la biodiversité et d'autres acteurs organiseront aussi donc un séminaire sur le castor. Donc tout ça, ça fait partie d'un groupe d'action commun. Et donc merci et à bientôt pour le prochain événement lundi prochain.